Alors que le Rwanda commémore pour la 25e fois le génocide perpétré contre les Tutsis, le gouvernement français représenté pour la première fois à ces commémorations. C'est Hervé Berville, député de La République En Marche en Côte-d'Armor, qui représentera le gouvernement lors de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ce même génocide dont il est rescapé, il nous explique et nous parle des relations notamment entre la France et le Rwanda et de son avenir. À tout de suite. Hervé Berville, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, retour en terre natale, vous venez de la France et vous représentez le président Emmanuel Macron aux 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, ce même génocide qui a provoqué votre déménagement forcé vers la France. Que ressentez-vous personnellement durant cette période? Encore une fois, merci de l'invitation et puis vous dire d'abord que c'est une émotion d'être ici aussi. C'est une émotion à la fois puisque je représente le président de la République dans un moment particulier pour le Rwanda et pour le peuple rwandais. Et puis, bien évidemment, c'est une émotion particulière de revenir dans ces conditions, dans son pays natal, d'avoir l'occasion de saluer le président Kagame, la première dame et un certain nombre de personnalités, et puis de partager, de commémorer dans cette magnifique et émouvante cérémonie qu'il y a eu hier, que ce soit au KCC et puis aussi au stade Amahoro. Donc c'est un mélange de plein de choses, mais en tout cas c'est 3 jours qui indéniablement sont forts pour le Français d'origine rwandaise que je suis. Puis j'ai eu l'occasion en plus d'avoir un tout petit peu de temps libre pour voir ma famille, donc c'est petit bonheur supplémentaire. Alors, le 21 mars, le président Emmanuel Macron annonce votre délégation qui fait suite à ce qu'on a appelé le réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. Certains ont eu peut-être des réactions presque de déception. Est-ce que vous les trouvez justifiées? Moi, je ne vais pas commenter les réactions des uns et des autres, puisque par définition, je suis attaché à ce que et de la polyphonie, à ce que les gens puissent s'exprimer. Ce qui était sûr, c'est que le message, le fait que le président Kagame ait invité la France, comme ça, c'était quelque chose de très fort. Et donc, en retour, en fonction aussi de son agenda, le président Emmanuel Macron voulait envoyer un message fort qui s'inscrivait pleinement dans les attentes aussi définies dans le cadre de ces Kwibuka 25 avec se souvenir, s'unir et le renouveau. Et donc le président de la République Emmanuel Macron a voulu aussi porter un message que la France veut être absolument aux côtés du peuple rwandais pour ces commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis. Et puis surtout, on veut s'appuyer sur les nouvelles générations pour continuer ce travail de réconciliation, pour transmettre, pour faire ce travail essentiel et nécessaire de mémoire. Donc c'était comme ça que le président de la République l'a envisagé, c'est comme ça que la France l'envisage dans un travail conjoint qui a commencé en mai 2017 et qui va se poursuivre pas à pas et de manière solide, sincère, directe et franche. Vous parlez de message et on sait que c'est la première fois que le gouvernement français envoie un représentant durant ces commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un ministre, ce qui aurait pu être attendu, mais vous-même. Quel est le message fort qu'Emmanuel Macron voudrait faire passer à travers cela? Le message fort, puisque vous avez rappelé aussi d'où je venais, c'était de dire qu'en France, le génocide perpétré contre les Tutsis doit avoir une place importante dans la mémoire collective de nos concitoyens français, dans la mémoire collective des jeunes générations notamment. Et puis, c'était de dire que ce travail, tout ce qui a été engagé depuis mai 2017 avec les différentes rencontres entre les deux présidents, doit vraiment s'appuyer sur les plus jeunes générations. Moi, j'avais 4 ans quand j'ai dû malheureusement partir de mon pays d'origine. Il y a une partie de la population ici au Rwanda qui n'a pas connu dans sa chair, qui n'a pas vu les atrocités, ces terribles tragédies. Et donc il est important pour plus que ça ne se reproduise, pour qu'on soit en capacité d'apprendre des erreurs du passé, eh bien, de faire ce travail-là avec les jeunesses, en s'appuyant sur
un travail d'histoire, de mémoire, et donc c'est le message que le président de la République a voulu envoyer. Et une des illustrations très concrètes de cette place que la France souhaite donner au génocide des Tutsis en France, c'est qu'il a annoncé hier que désormais le 7 avril, en France, serait une journée nationale officielle de commémoration du génocide des Tutsis. C'est important puisque ça veut dire que chaque année, les hautes autorités, le gouvernement, la France, eh bien, se joignera à la douleur que vous partagez là-bas de manière officielle pour le faire. Que de symboles, et c'est très important dans le contexte particulièrement de réchauffement des relations bilatérales, mais d'autres mesures qui ont aussi été annoncées par le président Macron, c'est notamment d'ouvrir les archives pour que la lumière soit faite. Et bien sûr, cela fait suite à de nombreux ouvrages qui ont été publiés, notamment en mars, le Rwanda, la fin du silence, avec Guillaume Ancel, etc. Nous avons peut-être, il y a de plus en plus de bruit ou d'écrits qui sont faits sur cette question. Pour vous, ouvrir les archives, est-ce que c'est un processus qui pourra permettre de enfin faire la lumière et de mettre fin peut-être à cette discussion? Au fond, la question que vous posez, c'est celle de la recherche de la vérité, et les deux présidents de la République ont été très clairs quand ils se sont vus. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que l'on avance. Il y en a d'autres, on avance plus vite que d'autres. Cette question de la mémoire, elle est liée à la question de l'histoire. Et pour pouvoir être en capacité de faire un travail d'histoire et d'historien le plus précis possible, il y a cette nécessité d'ouvrir les archives. Il faut savoir que ça a déjà commencé. Dès 1998, la France a ouvert avec une mission parlementaire un certain nombre d'archives, mais on n'est pas allé assez loin, et puis il y en a beaucoup d'autres qu'il faut être en capacité de faire. Donc il y aura ce travail de la commission des historiens et d'experts qui sont composés de personnes qui sont spécialistes notamment de l'histoire des génocides, qui ont travaillé sur d'autres génocides, qui ont la méthodologie aussi pour appréhender, parce que c'est des milliers de documents, et donc qui vont pouvoir tout simplement dire quels ont été les mécanismes, établir les faits et rendre un rapport d'ici quelques mois, entre 1 an et 2 ans, au président de la République. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui va permettre de répondre à des questions qui sont posées, et le président de la République veut avancer dans ce sens-là. Et puis si vous me permettez, il y a un autre élément qui me paraît important. Vous avez parlé de symbole tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que cette journée, c'est pas que du symbole. C'est important, parce que ça veut dire qu'on travaille. Quand il y a une journée officielle, les officiels doivent travailler sur le sujet. Les élèves, les enfants, les élèves questionnent pourquoi il y a cette journée, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc une mesure, moi, qui me tient à cœur, parce que ça va permettre de faire un pas très fort au sein de la société française, c'est la question de mettre dans les livres des terminales, des lycéens, maintenant le génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc ça veut dire que chacun des jeunes élèves français auront appris, auront eu l'information et la connaissance de cette terrible tragédie. On a parlé, et le thème de cette commémoration, c'était la préservation de la mémoire. Et par préservation de la mémoire, on parle bien sûr de partager les informations et l'histoire, mais aussi éviter notamment ce qu'on appelle le négationnisme, à savoir ceux qui nient l'existence même du génocide. Le Premier ministre belge a parlé notamment de différentes mesures qui étaient prises à cet égard. Avons-nous en France des démarches similaires? Et ce que vous dites est essentiel. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des fake news, à l'heure d'une certaine forme de relativisme, où tout se vaut, où toute la parole sur Internet est vue comme la même, où on arrive à peine à différencier les choses, c'est important de dire les choses, de nommer les choses. C'est un génocide perpétré contre les Tutsis. Et tous ceux qui sont tentés, qui souhaitent, à travers de multiples canaux, eh bien, de se dresser devant l'histoire et de dire le contraire, doivent être bien évidemment poursuivis. En France, on a déjà une loi qui a été votée, qui permet eh bien, de punir, de lutter avec des outils légaux contre les personnes
qui font preuve de négationnisme, de révisionnisme contre tous les génocides. Et donc, c'est appliqué pour la Shoah, c'est appliqué pour les Arméniens, et c'est appliqué et applicable bien évidemment pour les Tutsis. Donc, on n'a pas d'outils législatifs supplémentaires à mettre. Peut-être que les Belges ne les avaient pas avant, je ne connais pas la législation, mais en France, on a cette législation. Mais ce qui est important aussi, c'est que on a de moins en moins de rescapés. Alors, en France et puis aussi au Rwanda. On a des jeunes qui sont parfois abreuvés d'informations, parfois contradictoires, parfois. Et donc, il est important. J'étais ce matin au K-Lab avec des jeunes fascinants, motivés et motivants d'ailleurs. On discutait de ce sujet-là. La question, c'était comment utiliser les réseaux sociaux, les moyens de communication pour justement lutter contre toutes ces formes de fausses informations et de négationnisme. Et moi, je suis très clair. Et le président de la République l'a dit à l'association Ibuka. Tous ceux qui sont négationnistes, qui sont révisionnistes, qui parlent de choses qui ne sont pas la réalité, seront poursuivis et punis. On a les outils légaux et la France le fera. Et quand vous parlez des outils légaux, on peut aussi parler au niveau de la communauté, au niveau de certains qui sont considérés d'une manière ou d'une autre avoir été plus actifs peut-être dans la mise en place ou dans certains éléments du génocide perpétré contre les Tutsis. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là, au niveau de ces acteurs-là, est-ce qu'il y a des actions qui sont prises? L'une des demandes de l'association Ibuka en France, à l'occasion de leur réception par le président de la République, et j'y étais aussi à l'Élysée, c'était au fond ce que vous dites, c'est la lutte contre l'impunité. Je peux comprendre la douleur d'un rescapé de voir ou de savoir que quelqu'un est peut-être un génocidaire, mais qu'il n'est pas forcément poursuivi ou qu'il y a des complications légales qui font qu'il n'est pas poursuivi. C'est la même chose en France, en Angleterre, et on a toutes ces questions-là à traiter. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, et le président de la République a été clair sur le sujet, c'est que dans la batterie de mesures que l'on a annoncées au moment de ces 25e commémorations, on a annoncé un renforcement, et j'y serai très vigilant, et les associations aussi, vous vous en doutez bien, renforcement des moyens mis à la disposition de la justice, des moyens financiers, des moyens humains, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers, pour faire en sorte que le tribunal de grande instance de Paris, qui s'occupe de ces questions-là, la recherche génocidaire, ait les moyens d'atteindre ses objectifs et ses fins. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on va voter là, très prochainement. Enfin, c'est des moyens, des ressources budgétaires et un homme supplémentaire. Et ça permet aussi de faire ce travail de justice. Ça permet à la France, tout simplement, de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre l'impunité. On a parlé du réchauffement, bien sûr, des relations bilatérales. Le Rwanda n'a toujours pas d'ambassadeur français. Est-ce que c'est peut-être une mesure qui suivra bientôt? Alors, moi, je viens en tant que représentant personnel du président de la République, mais ça, c'est une discussion que les deux présidents auront. Je ne suis pas dans le secret des dieux sur ces discussions. Et puis, ça relève de la diplomatie, pas parlementaire, mais de la diplomatie ministère des Affaires étrangères. Bien évidemment que ça, c'est une des concrétisations qui arrivera. Les deux présidents veulent avancer à un pas qui soit au bon rythme, au bon tempo. Je pense qu'ils ont raison de le faire, puisqu'on a vu auparavant, ça avançait puis ça reculait. Puis moi, on a eu l'honneur d'être reçu par la présidente de l'Assemblée nationale et on a eu l'occasion aussi d'évoquer le partenariat, comment on avance ensemble. Et je pense que là aussi, on veut avancer au bon rythme, mais avec des pas qui sont, j'ai envie de dire, irréversibles. C'est-à-dire que ensuite, on fait des choses, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, on avance de manière méthodique, de manière franche, de manière sincère, en ne laissant rien de côté, en n'esquivant pas, mais en ayant un objectif, un chemin, une voie ouverte, tracée qui permettra de faire en sorte que cette relation entre ces deux pays qui à la fois coule dans mes veines, dans mon cœur, soit vraiment à la hauteur. Alors on a parlé de diplomatie qui est l'un des 3D finalement de la politique étrangère de la France et vous faites partie notamment de cette commission en charge de la politique étrangère. Quelles sont pour vous les perspectives futures de la relation, particulièrement avec le Rwanda? Elles sont à la fois multiples et à mon avis très intéressantes. J'ai eu la chance de rendre un rapport au président de la République sur la question de la modernisation de notre politique de développement. Alors, j'aime pas trop ce terme, tout simplement de notre politique de partenariat vis-à-vis des pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Et donc, un certain nombre de recommandations que j'ai faites et que le président a prises. Et une de ces raisons, c'est-à-dire on sort de la logique de l'aide qui est asymétrique,
une relation qui n'est pas la bonne en termes à la fois de méthode et puis d'objectifs. Puis on est dans un véritable partenariat. Et le partenariat avec le Rwanda, il peut et il doit se baser sur des choses qu'on a déjà commencé, mais notamment sur les nouvelles technologies, ça c'est un premier point, sur l'éducation, comment on fait en sorte de permettre, d'accompagner, de fournir à la fois des outils et puis des moyens financiers pour l'employabilité de nos jeunes. Parce que c'est ça la question fondamentale dans un pays comme le Rwanda aussi. La question des changements climatiques. On sait que le Rwanda est un modèle aussi à la fois de gestion de ses ressources et puis de pays qui peut avoir des conséquences assez néfastes par les changements climatiques. Et si vous me permettez, il y a un autre élément qui me paraît essentiel, c'est la question des smart cities, des projets de mobilité. Et là, il y a à la fois ce que la France peut mettre sur la table et puis ce que le Rwanda peut mettre sur la table, parce que le Rwanda est en avance sur un certain nombre de sujets, sur les smart cities, sur le mobile banking, sur l'utilisation des nouvelles technologies pour gérer des questions de santé. Et là, je pense qu'on a à apprendre les uns des autres en étant vraiment dans cette relation de partenariat et en faisant en sorte qu'avec une plateforme qu'on a lancée qui s'appelle Choose Africa et une autre qui s'appelle Digital Africa, qu'avec Choose Africa, c'est faire en sorte que des TPE-PME françaises puissent travailler avec des TPE-PME sur le terrain très concrètement avec des financements en Afrique. Et Digital Africa, c'est de faciliter l'accueil de start-up rwandaises, africaines, en Europe pour qu'elles aussi, elles puissent participer à l'écosystème. Et donc là, je pense que voilà, ce va-et-vient, cette nouvelle manière de voir cette relation-là est la bonne, correspond aux attentes et puis surtout va nous permettre, encore une fois, de renforcer ces relations. Vous parlez de développement technologique et je sais que au précédent ICT Challenge de l'AFD, c'est une Rwandaise qui a remporté le prix et vous avez été donc au K-Lab. Est-ce que vous avez peut-être un projet particulier en dehors de ceux que vous mentionnez que vous voulez mettre peut-être en avant en ce qui concerne le développement de nouvelles technologies? C'était une des propositions du rapport. On est en train d'essayer de regarder comment on peut la mettre en œuvre parce que vous savez, la politique c'est un art d'exécution. Donc on a beau parfois faire des recommandations, tout le monde est de bonne volonté, après il faut exécuter. Et moi, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est peut-être la création d'un fonds d'innovation avec, au bord de son fonds d'innovation, moitié-moitié, par exemple moitié européen, moitié africain, et qu'on travaille très concrètement. On n'est pas dans des projets à 20, 30 millions, mais des projets à plus petite échelle, où on prend un peu de risque, parce que c'est ça qu'il faut. Quand vous avez un jeune qui sort des études, qui a un projet dans sa tête qui est fantastique, mais il n'a pas les ressources forcément, et il n'a peut-être pas le réseau, et il n'a peut-être pas l'appui nécessaire. Je pense qu'il faut qu'on ait un outil, on ne l'a pas encore dans les différents acteurs de l'écosystème, un outil qui permette à la fois entre les deux continents d'accélérer et tout ça. Moi, donc ce fonds d'innovation et d'expérimentation, parce que réussir, c'est aussi se tromper, et c'est tenter beaucoup de choses. Quand vous regardez l'histoire des technologies, l'histoire de l'évolution de notre société, voilà, beaucoup de choses qui ont échoué, mais c'est parce qu'on a échoué qu'on a su rebondir et qu'on a su faire quelque chose d'autre. Et donc moi, ça me paraît important. Et puis aussi, travailler avec la société civile pour justement faire en sorte que l'énergie, donc c'est pas un hasard si ce soit une Rwandaise qui ait gagné ce concours-là, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose dans ce pays qui se passe depuis des années, c'est que cette énergie soit mise au service aussi de la société, au service parfois de réponses d'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et puis, vous ne savez pas le nombre d'entrepreneurs français, de start-up françaises qui ont envie aussi de faire des partenariats, de s'installer au Rwanda ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Est ou d'Afrique en général. Alors, Kwibuka 25, est-ce que vous avez un message pour le peuple rwandais durant cette période de commémoration? Un mot, deux mots? Moi, message vraiment de solidarité, d'amitié sincère et profonde, et de compassion aussi. Et puis, vous dire merci d'abord pour l'accueil de la délégation française. Et puis merci d'être en capacité, voilà, chaque année, là moi c'est la première fois que j'assistais à une cérémonie, notamment au stade Amahoro, à la fois une cérémonie que j'ai trouvée très sobre, très digne, assez représentative de ce que le peuple rwandais fait, mais qui est dense,
profonde et qui montre à voir aussi la résilience du peuple rwandais et sa capacité à rebondir. Et la France est aux côtés du peuple rwandais pour à la fois partager et se mettre à ses côtés pendant ces moments de peine, mais aussi et surtout accompagner, faire de partenariats pour le futur. Parce que l'histoire, il faut la regarder en face, mais il faut résolument aussi se tourner vers l'avenir. Et comme on dit, le futur s'écrit au présent. C'est pour ça que je suis ici, et pour faire en sorte qu'il y ait un futur qui soit radieux entre les deux pays. Merci. Ce sera le mot de la fin. Au revoir.